Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny waves, my friends. Sunny waves. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est bon. Bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et débats. Je suis toujours en compagnie d'Astro. Bonjour. Et moi-même Pidou, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, et aujourd'hui c'est toi qui lance le sujet. Tout à fait, parce que là on va parler aujourd'hui des élections législatives, donc le deuxième tour qui s'est déroulé, aujourd'hui on tourne le lundi 8 juillet, donc pour nous ça s'est déroulé juste hier les résultats. On tourne à peu près genre vers 23h, minuit, heure de France. Pour vous donner des détails, donc si jamais quand vous voyez l'épisode il y a des nouvelles infos qui sont sorties, genre une nomination pour les ministres, et que ça nous étonnerait, mais voilà, soyez indulgents. Normalement on va le sortir le mercredi de cette semaine aussi, donc voilà, on va tout de suite y aller, on va pas aller chercher plus loin. On s'est vu la semaine dernière, allez voir les épisodes pour savoir comment on va d'avant. En 2 parties. Comment t'as passé ton dimanche, comment ça s'est passé, l'appréhension des résultats, quels médias? Ouais, on va commencer comme ça. Sur quoi t'as regardé? Et le résultat t'a-t-il surpris? Et est-ce que... je sais pas, on part sur ça déjà, c'est 2 premières questions. Un peu comme la semaine d'avant, tiens, tu pourras le mettre juste là, la screenshot que je t'ai envoyé des 4 écrans. J'ai essayé d'être en mode, allez, diversité d'opinion, on y va. TF1, France 2, BFM, CNews. Et d'essayer de voir un peu la tête, quelle qu'elle soit, parce qu'on savait vraiment pas quel allait être le résultat. Mais ouais, j'avais un peu ce qu'on disait dans le podcast, l'appréhension de me dire ok, RN majoritaire, alors après absolu comme je disais je pensais pas, mais au moins avec une avance numérique, c'est ça, exact. Et là d'un coup en plus c'est comme parce qu'on se textait un peu en même temps et j'ai dû attendre 3-4 minutes un petit peu parce que ma copine revenait, je voulais vraiment avoir le reveal en même temps parce que c'est toujours un peu protocolaire là, le petit graphique et tout, et moi j'aime bien ceux de TF1 en plus, depuis que je suis tout petit on regarde les élections sur TF1, donc voilà, et je dois mettre en pause et là je vois les messages et les alertes sur mon téléphone et je dois faire en sorte de cacher tout ça parce que quel que soit le résultat... oui, parce que moi, vraiment, à 14h pile, j'ai écrit un grand « Oh my God », enfin OMG, c'est ça. Dans la conversation. Et je voyais un autre ami qui m'avait envoyé « Ouf !» Et là, j'étais en mode... Ça peut tout et rien dire, tu vois, ça peut être un ouf, genre « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» ou un ouf, genre « Oh merde !» Tu vois, genre bref. Genre ouf, ils ont 300 sièges. C'est ça. Le RN ou genre, je sais pas. Et finalement, grosse surprise. Grosse surprise du nombre de sièges projetés à ce moment-là du NFP, on va vous donner les résultats officiels là dans quelques instants, mais grosse surprise aussi du recul, en fait du recul et de l'avance du RN, et je pense qu'on en parlera un petit peu après, un petit peu le coup de en fait les gagnants, en fait chacun peut se dire gagnant, mais il y en a un qui est sûr d'avoir perdu, c'est la majorité, l'ex-majorité présidentielle, qui elle pour le coup a tout perdu. Là, les résultats qu'on vous dit, c'est par rapport aux résultats qui sont publiés sur le ministère. Donc, normalement, il y a toujours la petite étoile là sous couvert que ça va être validé. Validé. Mais dans tous les cas, c'est le plus proche. Donc, en termes de sièges, le NFP 182, donc premier coalition à être le majoritaire. Ensemble, 168 sièges. RN 143, de toute façon on vous mettra un beau graphique qui résumera ça, et LR 46 aussi, et je le dis surtout pour les gens en audio aussi qui nous écoutent parce qu'on est un podcast à la base. Et donc c'est ça. Ok, donc pour toi grosse surprise. Et c'est ça, grosse surprise, et grosse surprise aussi de les médias, qui gagne. Leur réaction première on l'aura jamais parce qu'ils les ont avant les résultats. Ils peuvent pas nous chier les graphiques sur pas tous, pas les présentateurs par exemple, tu vois. Tu crois que les gens sur le plateau l'ont pas avec leur téléphone, leurs petites notifs, leurs petits indices et ça, parce que tu sais, par exemple, en fait, moi j'étais très surpris parce que je pensais que Hugo Décrypte, parce que moi j'ai regardé j'ai tout regardé hier. J'ai regardé tous les médias, mais j'ai vu les résultats avec Hugo Décrypte, et Hugo Décrypte, je pensais qu'il allait rediffuser genre France 2 ou truc et tout. Non, il avait ses propres graphiques. Donc je suis en mode, c'est sûr, il a les résultats avant, et là ça m'a fait tilter que tous avaient leurs résultats en fait probablement avant. Donc je pense que les mecs sur le plateau, ne serait-ce que pour avoir la réaction tout de suite, le petit mot, le petit truc, tu vois, le petit jeu, forcément, ils ont peut-être avant, je sais pas. Officiellement, c'est pas possible. Parce que t'as interdiction vraiment d'avoir accès à ces trucs-là en France. Par contre, après, si t'as des indices qui sont en Suisse, en Belgique, là, c'est possible. La Belgique donnait le Rassemblement National premier. Exact. Et donc, c'est là où c'est un peu le... Parce que tout ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on te donne à 20h,
ce n'est qu'un sondage basé sur les gens à la sortie j'allais dire des urnes, même pas des isoloirs. Donc ça peut se tromper violent, et on l'a vu, tous les sondages donnaient le RN, ne serait-ce qu'en majorité relative, mais jamais le NFP en avance. Après Mélenchon sur France 2, quand on lui a dit vous êtes là pour déjà pourquoi vous êtes là, et après deuxième question, vous êtes là pour du coup essayer de faire barrage au RN, il dit non, moi je suis là pour que le NFP prenne soit le premier parti, tu vois. Ouais. Et il avait l'air d'y croire encore, et c'est bien qu'il y ait cru jusqu'au bout, mais ok. Et donc première réaction, c'était la surprise, et après t'as... Mais grosse surprise, je sais pas, t'as pensé d'après, t'as eu des trucs après? Ma pensée d'après, c'était de voir à l'intérieur du NFP. Et je pense que c'est ce qui va essayer un peu de driver genre mon point aujourd'hui, c'est que c'est très intéressant de voir à quel point les insoumis ont perdu de l'avance par rapport aux socialistes. Et ma deuxième pensée, c'était de voir LR. Et LR a gagné cette élection. Parce que LR, on les disait éteints, mais en fait, ils sont passés de 60... ils ont perdu 61. des sièges. Oui. Mais ils en ont quand même conservé. Ils sont passés de 64 à 46. C'est ça. 64 est en 2022, 46 est en cette année. Mais si tu comptes les LR rajoutés au RN... Et les 17. C'est ça, t'en as un peu plus. Mais c'est vrai que on disait les LR éteints. On disait qu'ils s'étaient fait totalement manger par la majorité présidentielle, etc. Ils gardent quand même des postes clés. Et tu as quand même pas mal qui ont aussi viré de bord. Comme Pradier, par exemple, qui s'est désolidarisé de LR d'ailleurs dans les 3 derniers jours. Peut-être Pradier pour... Aurélien Pradier, donc c'est ma droite à moi. C'est la droite plus centre-droit, une droite plus sociale, plus écolo. Par exemple, dans la réforme des retraites, lui, c'était le premier à dire 1, il faut tenir en compte les carrières longues, et 2, il faut réussir à mettre en une espèce d'équité par rapport au style de carrière qui a été mis. Mais une équité qui est réfléchie. Un ouvrier, un ouvrier, c'est plus éreintant physiquement qu'un gars à la défense, mais un gars à la défense, c'est éreintant dans le ciboulot. Donc, il y a des moyens de pondérer un petit peu ces âges. Disait que dans les bureaux climatisés, on faisait pas d'efforts. Voilà, exact. Là où tu vois que les taux de suicide, finalement, de gens qui sont à la défense... Ils devraient aller faire un tour chez Orange. Voilà. On verrait que les gens dans des bureaux climatisés, ça rattrape pas tout. Donc ouais, il y a eu ce côté, et il y a les divers droites, de manière générale. Il y a Horizon qui a très bien performé, malgré le fait qu'ils aient présenté très peu de candidats face au reste de l'ensemble. Ils ont tenu 6 sièges au deuxième tour, et au premier, je crois qu'ils en avaient pas eu. Ouais, c'est ça, ils ont tenu 6 sièges en tout. Donc c'est quand même... Ce qui est pas dégueu, en vrai. Non, c'est ça. Ce qui est pareil que les régions... Non, pardon, ce qui est pareil que divers centres. Okay. Donc ouais, assez intéressant de voir que les partis traditionnels ont tenu. Ouais. C'est comme... On les pensait engloutis, et en fait, finalement, ils ont tenu. Et ouais, je trouve ça intéressant. Et donc, tu as regardé tous les médias aussi, pareil, BFM. Ouais, BFM, CNews. Là, c'était très drôle de voir la tête des gens sur CNews qui, immédiatement, ont dit ce n'est pas une défaite, c'est une victoire, car nous avons presque doublé. Quasiment, ils disaient nous, hein. C'est ça qui est impressionnant. Grand respect pour le mec de gauche, là, qui était là. Lequel je sais pas son nom. Parce qu'ils ont beaucoup changé les gens. Celui avec les cheveux mi-longs qui était à côté d'une personne de centre aussi. Bref, il s'est fait démonter pendant 25 minutes. Généralement, c'est ça. J'étais en mode... Ah, le gars du Parti Socialiste, là ? Je pense, ouais. Oui. J'ai plus son nom, mais oui, je vois... Grand respect à lui, parce que j'étais en mode... ils l'ont jamais... Les 25 minutes où j'étais là, ils ont jamais prononcé son nom, donc j'étais en mode... Mais lui, il est tout le temps sur CNews. C'est un habitué du plateau. Oui, parce que je pense qu'il va pas dans ces trucs-là. Parce que c'est un PS anti-NUPES. Donc, ils aiment bien le prendre. Mais quand même, grand respect, parce qu'il le ramenait toujours au Front Populaire. Quoi. Mais c'est vrai que le RN passe de... alors moi, valide avec tes chiffres, mais donc de 88 avant dissolution. Moi, j'ai 89, mais je sais pas... Ou 89. À 143. À 143. Plus 54. Ce qui est énorme. Et le RN pur, 89 à 126. Donc, voilà. Parce qu'il y a les 17 du LR aussi qui, du coup, est-ce qu'on leur attribue vraiment ou pas? LR allié, là, comme ils disent. Ouais. Et donc, peut-être tu peux sortir aussi en termes de nombre de voix. Oui, mais ça, on y reviendra après, parce que ça fait parmi mes réactions à moi. C'est, tu vois, tous ces trucs-là où je me suis dit, ok, en fait, il faut faire attention à ce graphique qui nous montre 3 blocs. Et en fait, moi, je vois pas du tout les 3 blocs. C'est des blocs d'élection, mais aujourd'hui, enfin demain, techniquement, on va voir que ces blocs ne sont pas du tout représentatifs de la composition de l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est des partis qui sont à l'intérieur de ces blocs, et ces partis-là vont devoir travailler ensemble, parce que actuellement, c'est impossible pour personne de gouverner tout seul. Ça l'était déjà difficilement depuis 2 ans, mais là, c'est juste impossible. Donc, comment ça va se dérouler? Et ça va être intéressant. Mais je veux éventuellement t'ouvrir un petit peu, toi, quelle a été ta réaction
aussi par rapport à ça? En vrai, c'était une journée très stressante pour ma part, puisque le matin, on s'est réveillé. Pour vous remettre du contexte, il y avait le Grand Prix de Silverstone. Ouais. Les derniers tours d'Hamilton, j'étais pas bien. Déjà, moi, ce week-end a été que stressant. Les tirs au but de l'équipe de France m'ont mis dans un état déjà vendredi de stress bien élevé. Ensuite, il y a eu le Grand Prix de Silverstone où je vais pareil, ça grand stress et tout, et j'étais là un peu en mode plus vite. Les tours étaient trop stressants. Et là, après, donc il y avait ça. Et en vrai, ouais, du stress aussi, mais comme la dernière fois, genre du stress en mode je sais pas, mais c'est comme le sport, ouais. Je sais pas si les gens stressent quand ils regardent des grands événements sportifs, genre en mode t'es fébrile. Il y a une tension. Fébrile. Ouais, c'est ça, de trucs. Et puis c'est ça, moi je regardais Hugo Décrypte parce que en fait. Parce que t'es de gauche. Non, j'étais sur YouTube et il était là et j'ai cliqué. Et après j'ai mis tous les autres médias. Mais il faisait un décompte en plus, lui, mais un décompte parce qu'il essayait de meubler. Là où les autres, ils ont moins besoin de meubler parce qu'ils sont plusieurs à parler. Oui, bien Lui, sûr. il était vraiment tout seul. Il peut pas dévoiler les résultats. Donc vraiment, il a fait un décompte de la dernière minute. Il faisait quasiment... Là, il reste 45 secondes. Là, il reste 30 secondes. Là, il reste 15 secondes. Mais il interagissait pas avec le chat. Il essayait. Il disait, je vais vous présenter les résultats et tout. Mais tu sais, t'avais vraiment le décompte. Et jusqu'à le 5, 4, 3, 2, 1. Puis il te met les résultats. Donc ça a joué sur l'attention. Puis vraiment, moi, j'ai été vraiment super surpris. Puis... pas une de mes premières réactions, mais de mes réactions d'après, ça m'a rappelé l'humilité qu'il faut avoir des fois sur ta pensée, etc. Parce que bon, on a... Enfin, intellectuellement et honnêtement pour nos éditeurs, jamais on avait misé vraiment que le nouveau Fonds populaire serait premier parti. Arriverait en termes de circo. On l'a dit dans l'épisode. On l'a dit et on a dit, j'ai dit d'ailleurs on faisait les trucs et j'ai dit bon, on peut quand même considérer ça, mais bon, ils y arriveront pas. T'as dit on sait jamais. Puis on l'a balayé du truc en mode ça n'arrivera pas, tu vois. Mais en vrai, ouais, moi j'étais très surpris. Et première réaction tout de suite après, c'est bordel. Ça va être un bordel. Ça va être ingouvernable. Enfin, pas ingouvernable, mais je me suis dit là, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, j'ai mes petits graphiques pour t'en parler. Ma grande théorie de Macron qui peut choisir qui il veut. C'est sûr. Peut se concrétiser dans mon truc. Et là, l'humilité est vite repartie après en me disant j'ai quand même un peu raison. Parce que t'as vu ce qui est arrivé ce matin. Il a refusé la démission de Gabriel Attal. Mais ça, c'était quasiment certain dans le sens que la fin des JO, c'est dans un mois tout pile. Ouais. Il y a quand même s'il démissionne, jusqu'à qu'il y ait un nouveau Premier ministre, il se passe plus rien. Et il y en avait un des auditeurs qui le disait sur le truc de France 2, le plateau de France 2. Il avait raison. Si demain, il y a un quelconque attentat pendant les JO, on ne peut pas réunir de conseil des ministres. Parce qu'en fait, on ne peut pas expédier les affaires courantes. Donc en fait, on ne peut pas prendre le risque. Et c'est là où on peut rentrer dans une dérive autoritaire où il peut prendre l'excuse des JO pour conserver son pouvoir indéfiniment. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour la structuration, que dans tous les cas... ils ne siègent pas vraiment durant l'été, etc. Que tout se mette en place, à part s'ils arrivent à se mettre en place d'ici le 26 juillet, 27 juillet 18 juillet. 18 juillet pour les JO dans 10 jours. Ah, les JO, non, pardon, je croyais la nomination du président de l'Assemblée nationale. À part s'ils arrivent à se mettre d'ici là, en vrai, ça peut attendre de toute façon, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée pendant un an encore. Oui, bien sûr. Donc, ça peut attendre la fin des JO. Donc, moi, ça ne m'a pas tant surpris qu'il refuse la nomination. Il aurait pu l'accepter, mais qu'elle prenne effet plus tard aussi. Oui, ou nommer un gouvernement provisoire. Mais en fait, c'est aussi possible, ça. D'un autre côté, la gauche, le nouveau Fonds populaire, ils ont dit donnez-nous, nous, on veut gouverner, c'est à nous de gouverner. Enfin, Mélenchon a dit on va gouverner. Mais ils n'ont pas proposé un nom à Matignon. Donc, non, si normal. Je me fais l'avocat du diable de Macron... Ils ont une semaine. Ils ont dit qu'ils le sortiront dans la semaine. Oui, mais il va se dire, déjà, proposez-moi quelqu'un. Et là, je mettrai une date de démission dans le futur. Parce que je ne peux pas... pas avoir de remplaçant. Ouais, on peut pas... si, parce qu'il peut l'autonomer. Ouais, mais le concept du pouvoir, c'est de ne jamais y avoir de vacances prévisibles ou prévues. Oui, mais tu peux avoir un gouvernement provisoire. Et justement, c'est la fameuse théorie du gouvernement de techniciens. C'est l'idée d'avoir un gouvernement à la Mario Draghi, où tu dis, maintenant... On n'est pas en crise. Mario Draghi était en crise. Ah je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Non, on n'est ni en crise démocratique, parce qu'on a un taux de participation monstrueux. Oui, mais on est dans des élections normales. Oui, mais c'est le jeu démocratique. Parce que oui, ils sont en majorité numérique, mais techniquement, ils ont rien. Enfin, je veux dire, ils ont quoi, 10 députés de différence avec... Alors, rentrons dans les chiffres. Voilà. Pour moi, déjà, LFI, ils ont perdu, en vrai, en partie leur élection, puisqu'ils ont perdu un député.
Ils avaient 75 députés dans la NUPES en 2022, ils en ont 74. Les chiffres sont retrouvables sur Wikipédia et Wikipédia les a pris. Je suis allé voir la source du ministère, dans les trucs archivés du ministère. En sachant qu'ils n'ont pas juste perdu un, c'est-à-dire qu'ils en ont perdu beaucoup, ils en ont gagné d'autres aussi. Par exemple, Rachel Keke n'est pas là. Voilà. En termes de nombre physique numérique. À la fin de voix qu'il va porter, c'est en nombre de députés. Le PS a fait une flambée monstrueuse, ils sont passés de 31 à 59, ce qui est énorme. Le Parti communiste, j'ai pas noté, mais là ils sont 9 aujourd'hui. Et les écolos, ils sont passés de 23 à 28. Pas tant que ça en vrai. Mais quand même beaucoup pour un parti qui, historiquement, n'arrive jamais à se faire des places à l'Assemblée nationale. Surtout avec une leader comme Marine Tondelier qui est, pour moi, enfin moi je le corps, d'ici, il nous reste 40 minutes de podcast, la future première ministre qu'il nous faut. Elle pourrait. Mais donc en vrai, le nouveau Front populaire, ils ont pas... Dans les grandes défaites du nouveau Front populaire, c'est que déjà, ils ont pas... Oui, ils ont gagné en nombre par rapport à la NUPES, ils sont passés de 182 à 142, donc ils ont gagné 40 députés. Mais c'est pas de la France Insoumise, c'est pas grâce à la France Insoumise qu'ils ont réussi à s'en sortir. Et ça, mais c'est un débat plus large, mais je trouve que c'est important de le noter, ils n'ont pas eu le vote populaire non plus, qu'on est obligé quand même de le dire, que ça reste quand même le Rassemblement national qui a récolté le plus de voix. On n'est pas dans un système à la proportionnelle. On fera peut-être un podcast un jour sur peut-être pourquoi on devrait mettre, en tout cas à mes yeux, un vote à la proportionnelle pour la chambre basse. Enfin, pas la chambre basse, là je suis trop noir. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Mais tu sais, ils ont eu le Rassemblement national à 8 millions de voix et le 8 700 000 et l'Union de la gauche au deuxième tour. Au deuxième tour. Et ils ont eu 7 millions de voix, l'Union de la gauche. Donc, et ensemble 6 313 000. Ok, et LR 1 474. Donc, sachant que la lutte au premier tour, il y avait 400 000 voix d'écart entre, on l'avait dit dans le premier podcast, entre Rassemblement national et Union de gauche. Donc, en vrai de vrai, ils n'ont pas eu de vote populaire. Ils ont eu plus de sièges parce que le système est fait de cette telle manière. Mais le noyau dur qui porte ce mouvement-là est perdant, fondamentalement. Et leur leader n'est pas élu. Et aussi, c'est une coalition, sans reprendre les mots du Rassemblement national, c'est une coalition des contraires. Mais le problème du Rassemblement national, comme souvent de ces trucs-là, se base sur des choses qui sont quand même assez véridiques. Et après, ils bourrinent des mots. C'est ça. Et t'as l'impression d'être dans leur camp. Et en plus, ils sont pas bons. Donc, ça aide pas à pousser un argument. Parce qu'en plus, ils sont pas bons pour défendre leurs idées. Le premier parti de France, ça reste le Rassemblement national. Techniquement, c'est lui qui a eu le plus de voix, qui a le plus de sièges, et c'est le seul parti, même si on enlève les 17 du truc, et c'est chiant de le dire, mais c'est le Rassemblement national. Et c'est le Rassemblement national qui en a gagné le plus. Oui, alors eux, c'est stratosphérique à quel point ils ont gagné. En vrai, ils ont plus que doublé leur nombre de députés, et surtout, j'ai pas regardé, mais sur 20 ans, ils sont passés de 6 députés à... Ah bah même pas 20 ans, hein. En 2017, ils en avaient 8. Ah voilà, bah c'était 2017 alors non. Ils avaient 8 députés, ils sont passés à 163. Ils ont... là aujourd'hui, ils ont 143 députés. 143, pardon. C'est énorme. Donc, dire que la France a gagné, parce que là, c'est un peu le discours qu'on entend, tout le monde est un peu hypé, et je comprends, parce que on a un peu ce truc de ouf, on a évité le pire, donc on ferme les yeux sur la grosse image. Mais c'est un peu comme dire, c'est bon, Macron a gagné, il n'y a plus d'extrême droite en France. C'est faux. Actuellement, l'extrême droite est plus haute qu'elle ne l'a jamais été. Oui, elle n'est pas aux portes du pouvoir, mais c'est ceux qui ont gagné le plus de voix, c'est ceux qui ont gagné le plus de sièges. Elle n'est pas aux portes du pouvoir, mais on ne connaît pas encore les dynamiques de l'Assemblée, dans le sens qu'on ne sait pas jusqu'où elle va avoir une capacité de dynamitage qui va le faire qu'elle exerce une plus grande pression dans la Chambre. Et à la différence de Ensemble et de la NUPES et du Nouveau Front Populaire, c'est un seul parti. Lapsus révélateur. C'est un seul parti. On va pas refaire la NUPES là. Il nous faut un cap clair. Il nous faut un cap clair. Il faut qu'on aille de l'avant. Mais le RN, c'est un seul parti, avec, qu'on le veuille ou non, des consignes de vote qui sont données par Louis Alliot, par Marine Le Pen, par voilà. Oui, mais j'apporterai quand même une nuance, parce qu'on est, pour nos auditeurs québécois, s'il y en a, les consignes de parti, c'est pas parce que tu respectes pas le vote que tu vas être exclu. Les députés restent relativement indépendants. Au RN, pas trop. Par rapport au Canada et au Québec, où tu es exclu immédiatement si tu respectes pas le parti. Là,
disons que oui, ça va te mettre des bâtons dans les roues, mais il y a plus de jeu de pouvoir. Donc tu peux avoir des ailes plus extrêmes à l'intérieur des partis. C'est ça. Tant que d'ailleurs c'est pour ça que par exemple l'Union de gauche peut fonctionner et ne fonctionnera. Enfin, le Nouveau Front populaire fonctionne en France mais ne fonctionnera pas dans un système québécois. Parce que justement, il reste que tu peux te dire on est d'accord de pas être d'accord, je vote pas sur ça, mais toi tu vas voter sur mon truc. Il peut y avoir des échanges de jeux. Mais quand même, dans le RN, c'est pas trop ça, je t'avoue. C'était juste une nuance en vrai. C'est une nuance, mais dans la tradition française, on considère quand même que c'est une ligne de parti, un peu comme l'était En Marche au début, parce que chaque voix est prévue d'avance. Donc c'est-à-dire que dans leur conseil, par exemple, il y a beaucoup de lois pour le pouvoir d'achat, le repas à 1 euro, etc., où, grosso modo, ils savaient d'avance qui allait voter quoi. Et au sein du Rassemblement national, ils ont dit, bon, bah voilà, nous, on va avoir 22 voix pour, 22 X voix contre et de l'abstention. Et tu as plein de projets de loi comme ça de pouvoir d'achat qui sont passés à une voix de passer. Et la plupart du temps, c'était le Rassemblement national. Et c'est quand même assez référencé que le Rassemblement national donne des consignes de vote. À la différence Ensemble et du Nouveau Front populaire, qui ne sont pas deux partis, mais Ensemble, c'est Horizon, c'est Renaissance, c'est Modem. Divers centres. Divers centres, ils font pas partie, il me semble. C'est Union des démocrates indépendants aussi. Ouais, c'est ça. L'UDI, ils font pas partie d'Ensemble. Ils font plus partie d'Ensemble. Pas pour cette élection, en tout cas, il me semble. Il y en avait 3. Et le Nouveau Front populaire, alors là, tu as le NPA, mais bon, Poutou a perdu, donc je pense pas qu'il y ait d'élus du NPA. Mais tu as LFI, tu as les écolos, tu as le PS. Est-ce que j'en oublie ? Parti communiste. Parti communiste. Qui ont 9 députés. Et comment tu mets d'accord sur, par exemple, un néolibéral comme un socialiste ? Comment tu mets Glucksmann d'accord avec un... Mais même Glucksmann avec un parti communiste. La collectivisation. Des moyens, ça va pas se passer. Ouais, c'est pas trop dans leur programme maintenant. Non, de toute façon. Mais c'est ça. C'est tout le principe. Et c'est pour ça que le RN est l'un des... pas le même, quoi. Ouais, c'est pour ça que le RN est l'un des partis les plus forts actuellement. Oui, parce qu'on oublie souvent que les partis politiques, c'est un peu le concept, c'est un idéal de société avec des buts à atteindre. Tu vois. Un parti, ça se forme sur nous, on voudrait que la France ressemble à ça dans 15 ans. Tu vois. Mais ouais. Mais tu vois, moi par exemple, pareil, la gauche, je considère que c'est des grands perdants. L'union, en tout cas, je suis très curieux pour plusieurs raisons, et ça, c'est mes hot takes du podcast. C'est déjà pourquoi Mélenchon, encore une fois, avec Mathilde Panot à ses côtés. Là, alors là, on était vraiment on était dans Baron Noir, là, vraiment. C'était incroyable. Les fratricides qui se retrouvent sur la scène. Ouais. Là. Ça va, Mathilde Panot a toujours été de plus en plus loin. Toujours. Alors lui, on voit que son front. Maintenant, c'est vraiment le front de gauche. Non mais vraiment, il s'est écarté. Il est de plus en plus loin. Je me demande qu'est-ce qu'il fait. Et surtout, moi, il y a des choses qui m'ont. Il n'y avait pas Rima Hassan cette fois. Non, mais peut-être qu'il a entendu que c'était pas nécessaire de l'avoir sur scène, étant donné qu'elle n'est pas élue dans ces élections-là. Mais moi, il y a des choses qui m'ont vraiment fait peur dans ce qu'a dit Mélenchon. Genre vraiment en mode, ça m'a angoissé. Et c'est fou que genre personne entre guillemets l'ait vraiment relevé. Quand même. Même. Le fait que déjà il demande à avoir le pouvoir, genre vraiment dans son discours, c'est ça qu'il dit. Oui. Il dit on doit gouverner. Déjà il y a aucun mandat, il y a rien. Mais focus sur toi. Il y a aucun mandat, il y a rien qui te pousse à gouverner, à devoir le faire, à devoir t'amener, etc. Donc moi je trouve ça que c'est quand même relativement problématique et tu n'as pas du tout une majorité qui te permet de le faire. T'es pas à 280 députés. Où tu pourrais te dire merci. Où tu pourrais te dire 280 députés, effectivement t'es vraiment pas loin. Ok, tu vois. Même 250. Non, t'es genre vraiment un chiffre qui est pas si ouf. T'es moins que Macron dans sa majorité, par exemple relative à 250 en 2022. Exactement. Alors qu'il avait dit que Macron avec 250 n'était pas légitime. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui m'a vraiment affolé, et là je me suis dit putain, il y a quand même un double discours qui est grave. C'est qu'il a dit qu'il allait gouverner par décret. Et là, il faut se mettre dans la tête, et vraiment, c'est très grave en vrai. Peut-être que c'est qu'un décret, parce que c'est vrai que c'est un... C'est-à-dire qu'il va demander à l'Assemblée nationale de le doter d'un mandat pour appliquer des lois qui ne sont pas votées par l'Assemblée nationale. Juste en gros, par exemple, on va dire la loi pour les repas à 1 euro. Je vous dis ça, mais ça c'est une bonne mesure dans l'absolu. Mais je vous dis ça, mais au lieu qu'il y ait un débat avec le processus démocratique, avec le Sénat qui fait son chemin et tout le monde, les consultations, les comités, des fois paritaires quand il y en a besoin, etc. On coupe tout, on met directement la loi en action et on se reparle dans 1 an ou dans 6 mois
pour voir quels ont été les effets de la loi. Donc, c'est forcer une loi, c'est couper court à tout le processus démocratique et c'est forcer une loi pour qu'elle ait lieu. Et là, je suis désolé, il n'y a pas une loi qui a le droit de faire ça. À part quand on est dans des situations de crise, bien évidemment, et qu'il y a les pleins pouvoirs. Ah, quand même, ce n'est pas parce que c'est une... Non, parce que je vois les gens dans les commentaires qui pourraient être plus proches du NFP. Tu veux dire réglementairement ou tu veux dire moralement ? Non, moralement. Ah, moralement, d'accord. Oui, ce n'est pas parce que le Front Populaire propose cette loi, et que c'est une bonne loi, qu'on devrait se dire on n'a pas besoin de passer le processus démocratique. C'est ça mon point. Et que là, vous avez quand même quelqu'un qui n'est pas élu, qui centralise tout un parti autour de lui, quoi qu'on en dise, qui dit qu'il va gouverner par décret. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la dérive autoritaire qu'il est en train de proposer. Ces mots exacts, c'était surtout sur certains projets de loi, notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Et on va gouverner par décret. Il n'a pas dit on va gouverner par décret, il a dit on va faire passer par décret, et ils ont précisé par la suite la réforme des retraites, oui. Tu vois, des projets de loi très ciblés pour abrogation en plus. Mais quand bien même, c'est quelqu'un qui n'est pas élu qui dit ça. Ouais. Et, dernier point, la gouvernance par décret, ça peut servir. Et ça doit servir, et si on l'a prévu dans la Constitution, c'est que ça a un intérêt. Mais c'est comme le 49.3. On ne doit pas baser un programme ou une idée ou passer son mandat à se dire on va gouverner par ça. Et la France Insoumise, ils n'ont pas fait beaucoup de choses bien, mais de gueuler autant qu'ils ont gueulé sur la surutilisation de Macron du 49.3. Ça, c'est audacieux. Ils avaient raison de le faire. Et moi, ils avaient raison de gueuler autant sur lui, en tout cas. Après, on peut débattre, mais voilà, c'est ça. de dire il y a une dérive autoritaire qui est en train de se faire parce qu'ils sont en train de tout passer dans ce projet-là. Bon, après, pourquoi ils le passent, peut-être qu'il y a des enjeux, mais en tout cas, ils avaient raison. Mais de venir 1 an après, 6 mois après, dire qu'il va gouverner de la même manière, c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'Assemblée nationale pour appliquer son programme, alors qu'il est très loin de la majorité. On parle de... ils sont 150, on parle de 139 sièges avant d'atteindre la majorité. C'est pas quelques sièges où là, c'est quasiment discutable. Et qui n'ont pas de plan, ces gens-là. Moi, je suis désolé. Pour moi, ils auraient dû arriver... Alors là, je suis peut-être un peu extrême. Tu veux dire ils auraient dû arriver et nous dire non, là, on a quelqu'un pour gouverner demain. Non, mais c'est normal, qu'ils aient pas quelqu'un. Parce que ça me donne pas envie de leur filer les clés du pouvoir. Mais en même temps, regarde, même un gouvernement classique, tiens d'ailleurs, c'est pas de la 8-6, mais on a pensé à répondre aux commentaires et on a une belle bière non alcoolisée à partager avec vous. Même un gouvernement classique, santé bonheur, je te rappelle en 2022, on a mis quand même 1 mois, voire 1 mois et demi avant d'avoir le premier gouvernement Borne. Donc, c'est assez traditionnel de ne pas avoir directement ta composition de ministre. Moi, c'est plus le fait d'exiger le pouvoir, parce qu'il y a une forme d'exigence, et de ne pas avoir de nom, et que ça soit encore un mec pas élu qui le propose, quoi. Moi, je pense qu'ils veulent avancer dès maintenant. Non, je suis d'accord avec toi, mais ça me terrorise. Faut comprendre la logique. On parle beaucoup de la dérive autoritaire du RN qui allait exister, probablement, parce que vraiment, par exemple, le fait de vouloir faire de l'immigration, de se doter les plans pouvoir pour régler la question migratoire, voilà, grande dérive autoritaire. Mais là, quand même, il touche, t'as l'impression, et ça c'est mon avis perso, qu'il touche tellement proche le pouvoir que là, il devient presque fou. Mais quoi. tout comme les partis d'extrême, de manière générale, ne sont pas bons pour le dernier cran d'avoir le pouvoir. C'est toujours ça leur problème, c'est l'accession au pouvoir, et ils dérapent, et ils déraillent. Et tu le vois avec le RN, ça a été ça. Ils perdaient 20 députés par jour dans les projections là, les plus pessimistes pour eux, vis-à-vis de la double nationalité, vis-à-vis de la double frontière quand c'était au niveau européen, etc. Les points, ils les perdent quand ils sont à ça d'accéder au pouvoir, parce qu'ils dérapent. On a vu le débat Marine Le Pen-Macron, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Et pour Mélenchon, c'est ce que tu dis. C'est vraiment le côté un petit peu autoritaire, où il a déjà cette image. Il devrait dédiaboliser un petit peu sa personne. Mais étant donné qu'il compose avec une gauche, et tu en parleras après, qui est très radicale, et qui lui a permis d'avoir beaucoup de voix, tu sais, je veux dire, quand tu as Philippe Poutou et Arnaud machin chose, Antifa qui se présente sous ta bannière, tu dois composer avec une certaine partie de gauche qui est violente, et qui est ultra, en fait, qui est extrême. Alors oui, le Conseil d'État n'a pas reconnu LFI comme de l'extrême gauche, mais il n'empêche que dans une grille de lecture d'analyse politique, ça, les bots non pas administrative... Sur Internet, ils étaient à fond. Hein. Oui. Mais...
le Conseil d'État fait une décision qui est administrative, qui n'est pas politique. Non, mais quand et ça, c'est important. Le Conseil constitutionnel, il veut pas abroger la loi de l'immigration, c'est un gouvernant, c'est très problématique, ils sont à la solde de l'État, etc. Quand le Conseil d'État, il dit que que LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, non, c'est une très bonne institution. Je sais que le Conseil constitutionnel, c'est pas pareil, mais ils ont la même vocation, c'est-à-dire de s'exprimer en droit et non pas en politique. C'est ça. Et tu vois que c'est quand ça les arrange, quoi. Et en vrai... Bon, on va pas rentrer dans le débat. Mais je pense que justement, le NFP cherche vraiment à pousser pour pas qu'on crée un natalisme. C'est-à-dire que là, on sort d'une période macronienne. On l'a vu très clairement, la rupture. Édouard Philippe, qui a ouvertement dénoncé l'action d'Emmanuel Macron. Attal, qui dans son discours dit que cette dissolution, il ne l'a ni choisie, il n'a pas décidé de la subir. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui se fait larguer et qui va écrire à ses potes je n'ai pas choisi cette rupture. Mais c'est d'un commun accord, t'inquiète. Oui, c'est ça. Il essaie de te vendre l'idée que j'ai un commun. Raphaël Arnaud, la personne qui fait donc partie de la jeune garde et qui est fiché S, donc pour trouble à l'ordre public, et qui fait très proche, en tout cas la jeune garde se revendique, ou je sais pas si c'est une aile en tout cas des antifas. Oui, qui donc sont 90% des gens qui cassent dans les manifs de gauche ou dans les trucs de Naël, c'était les antifas. Voilà. Les antifas, c'est pas juste être antifasciste, je pense qu'on l'est tous les deux sur le principe d'être antifasciste. C'est le principe de casser des gueules, voire des biens pour accomplir son but. C'est la violence. Donc la violence, tu la récuses. Mais la peur du NFP actuellement, c'est que Macron garde le pouvoir. C'est l'idée de se dire qu'actuellement, oui, ils ont une majorité, mais très clairement, Macron pourrait dire non, moi je vais pas être en cohabitation avec Mélenchon, je vais nous trouver soit un middleman, genre Glucksmann, soit je vais garder le pouvoir à moi, en composant avec certains ministres écolos, par exemple, je vais mettre Marine Tondelier à l'écologie, et puis des trucs comme ça. Je vais mettre un gaucho au travail ou des choses comme ça. Mais je vais me garder très proche de moi, Bruno Le Maire, parce que j'ai pas envie qu'il se présente contre moi à la prochaine élection. Mais il perdra, il se fera détruire. Son bilan est catastrophique. Mais il a quand même les 1000 milliards de dettes, on mettra la Russie à genoux. C'est comme Olivier Véran. Ces gens-là sont... Et Olivier Véran a perdu d'ailleurs. Oui, mais politiquement, ils ont du poids. Non, oui, leur crédibilité. Mais aujourd'hui, la crédibilité, elle vaut plus rien. Parce que sinon, t'aurais pas Jordan Bardella. Alors ça, c'était le fameux truc de Clément Viktorovitch, là. Ouais. De dire qu'on est dans 1984. Parce qu'en plus, je suis en train de le lire. Je suis quasiment à la fin. Donc, je vois très bien de quoi il parle. On n'a plus besoin de dire la vérité. On a juste besoin de dire quelque chose et d'affirmer comme si c'était la vérité. J'ai un peu envie de te dire... c'est vrai que c'est exacerbé, mais les faits sont plus là. Regarde, tu as quelqu'un qui est fiché S, qui est élu à Avignon, dans une région qui a massivement voté pour le RN. Tous les autres candidats autour d'Avignon sont RN. Sauf Aix-en-Provence. Ah oui, mais le nouveau Front populaire. Mais on est sur du 50-49. On n'est pas sur une victoire franche. Et c'est là où, s'il n'est pas con Macron, il va comprendre que le centre de gravité, il n'est pas à gauche. Pour lui, pour gouverner. Il est à droite. C'est là où je me dis qu'il peut créer il peut, s'il joue la stratégie de Mélenchon de se dire, je vais aller chercher faut juste être majoritaire pour désigner son Premier ministre, contrer son argument, avec 168 voix. Bon, il s'est pris une énorme branlée. Il est passé de 168 à 60, et il a perdu 78 voix entre 2022 et aujourd'hui. Siège, pardon. Mais à 168, le PS, là, parce que moi, le PS, je suis très curieux de savoir combien de temps ils vont tenir avec le nouveau Front populaire. En tout cas, avec la LFI, sachant que le PS, ils ont quand même quelqu'un de poids. Hollande. Olivier Faure ? Non, Hollande. Non, mais au sein du PS... Ça, c'est son wet dream à lui. Non, vraiment pas. Mais au sein du PS, qu'on le veuille ou non, ça reste une voix imposante. Oui, surtout que lui, il est contre la NUPES à la base, donc il va être contre l'alliance avec LFI. C'est comme dans un match de foot. T'as pas besoin de corrompre 12 joueurs, t'as juste besoin de corrompre l'arbitre. Donc c'est qui aura le plus de poids. Et Olivier Faure, par exemple, est beaucoup plus inexistant. S'il arrive à corrompre Hollande, et Macron a plus de chances de corrompre Hollande, mais Hollande que de corrompre déteste Mélenchon. Macron. Oui, mais je pense qu'il déteste plus Mélenchon que Macron. Parce que là, après, on rentre dans le jeu de qui déteste plus qui. Oui, bien sûr. Et que donc, s'il arrive à get 20 voix, par-ci, par-là, 20 sièges, tu vois, du PS. Alors ça s'il arrive à choper les écolos, s'il arrive à choper 2-3 LR, globalement, il va réussir à s'entendre, je pense, il va trouver un terrain d'entente. Les 17, là. Les 17 de LR. Non, mais laisse-moi jusqu'au bout. J'ai fait tu parles en composition, juste pour être sûr, tu parles en composition de gouvernement ou tu parles en termes de passer des lois? Les deux. Ok, d'accord.
Et que le RN, là, les LR, les 17 LR qui ont fait alliance avec le RN, quand ils vont voir que finalement le RN, ils vont pas réussir à gouverner grand-chose, mais que les LR sont en train de passer un accord avec Macron, que Macron commence à peut-être avoir un poids démographique qui lui donnera une majorité relative, ils vont se dire, finalement, on a toujours été LR, donc... Je veux dire, en politique, ça n'existe pas d'avoir de l'honneur ou de ce genre de choses. Petit point à mentionner, Guillaume Carayon battu. Donc, la trahison, ça ne paye pas toujours. Non, voilà. Mais donc, moi, je me dis, Macron a une opportunité, et ma blonde hier, on en parlait, quand je lui parlais de ma théorie et tout, elle me disait, mais là, en fait, du coup, on aura juste fait une grande boucle pour rien. Et je lui dis, je pense que le constat de ce truc-là, le nouveau Fonds populaire, et j'aimerais avoir tort, parce que ça rentrait dans ton idée qu'on est capable d'avoir un gouvernement d'union, si le nouveau Fonds populaire arrive à tenir. Mais c'est tellement fait de petites personnes, de petits gens, de petits égos, que Macron va réussir à en briser certains, à les ramener dans son camp, parce qu'il a pas pris une branlée monumentale. Il est vraiment proche du NFP. Ils ont 20 sièges d'écart. C'est pas beaucoup. Mais, comment dire, attention à deux choses. C'est théorie là, plus que jamais, là, le gouvernement Macron, en fait, plus précisément, a peur d'une chose, c'est de l'opinion populaire. Parce que l'opinion populaire, elle a compris deux choses. Un, que les voix majoritaires étaient côté RN, en termes de voix exprimées. Deux, que les voix... Parce que là, tu me parles de sièges. Mais le problème, c'est que ces sièges, ils ont été obtenus grâce à des désistements. Alors, tu me diras, à gauche, comme au centre. Mais il n'empêche que, mathématiquement, ça a bénéficié aux deux. Donc, oui, ils sont bien conscients d'un truc. J'ai vu, c'est faveur pour ensemble. Voilà. Mais on n'est pas à une faveur monstrueuse non plus. C'est genre du genre 59-41, tu vois. Ça a bénéficié à 41% pour le nouveau Fonds populaire et 59%. Mais il faut bien comprendre que Macron n'est pas comme... En fait, déjà en 2017, il n'a pas été élu président par choix. Il a été élu par barrage. En 2022, il n'a pas été élu par choix, il a été élu par barrage. 30% des voix, c'est que les 2 tiers n'en voulaient pas. Mais au-delà de ça, tu as le côté de se dire, bon bah voilà, là, les 168, leur légitimité est contestable. Et ça, Mélenchon, il va faire tout pour appuyer là-dessus. Il va dire, oui, vous avez un poids à l'Assemblée, mais c'est grâce à nous. Alors oui, évidemment, l'inverse aussi, hein. Ils vont le dire. Mais le problème, c'est que tu sais qu'en politique, celui qui gueule le plus fort qui a raison rapidement. Surtout à l'Assemblée. Et c'est pour ça qu'il a commencé à gueuler là-dessus. C'est pour ça qu'il a martelé « je veux le pouvoir ». Et c'est pour ça que moi, je pense que la seule manière de sortir de la paralysie autre que le gouvernement technique, parce que si tu mets un gouvernement technique, donc de gens non élus, après une mobilisation en masse de la population, mais là aussi, c'est terrible. On est dans une dérive... Mais j'ai vu un super post sur LinkedIn, alors je sais même plus qui c'était, mais qui montrait, puis on va vous les mettre à l'écran, mais je te les passe en même temps, les compositions des gouvernements danois, finlandais et suédois. Alors, attends. Alors, cet argument m'énerve. Attends, non. C'est qu'il faut bien comprendre qu'en France, on a un système qui fonctionne depuis bientôt, grosso modo, 50 ans. Plus. Ce système, 1958. Ça fait plus que 50 ans, du coup. Ça ferait 2008, on est en 2024. Oui, voilà. On est plus proche des 65 ans, genre. C'est ça, je suis très mauvais en maths. Mais... Donc ce système fonctionne. Bref, il est vieux. 1958. Et ce système est présidentiel. Il est unique. J'ai cru que tu allais partir en disant que... non. Ouais. Mais il n'empêche que là, actuellement, on a eu 2 semaines, 3 semaines, on nous a fait comprendre que grosso modo, Macron, qui était le monarque présidentiel, le Jupiter, le ceci, cela, finalement, il a aucun pouvoir si jamais le Premier ministre n'est pas de son camp. Et que tout va bien, et que vous inquiétez pas, on va changer la France sans Macron. Enfin, voilà, il fera office de figure de proue, un petit peu comme le chancelier allemand. Même pas le chancelier, même comme le président allemand. Enfin, voilà. Attendez, mais on vit dans 2 mondes parallèles ou ça se passe comment ? La gauche a dit pendant 7 ans que Macron était le roi président, le monarque, et qu'il fallait une 6e république. Et maintenant, on comprend que si on met Mélenchon, le monde sera changé. Non, ça marche pas comme ça en fait, la réalité. La réalité, c'est que dans un gouvernement de cohabitation, parce que c'est ce vers quoi on tend si le NFP arrive, on est obligé d'avoir un duel ou une coopération entre le président et le Premier ministre. Mais le président garde 2 pouvoirs, la nomination du Premier ministre et la dissolution de l'Assemblée, certes, mais aussi de son gouvernement. Il peut choisir comment on appelle ça ? Il peut bloquer les décrets aussi. Oui. Comment on dit il peut remanier son gouvernement à sa guise. Et en plus de ça, et c'est là où la botte est magique, c'est que
quand bien même Macron demain renomme Attal et tout son gouvernement Attal, il faudrait qu'il y ait 289 députés qui fassent une motion de censure contre. Et là, on en revient à mon point que si ils font ça, Macron aura gagné son pari de montrer que les extrêmes votent pareil. Sauf que... Pour paralyser la France. Sauf que ça, ok, t'arrives à prouver que les extrêmes votent pareil. C'est quoi le lendemain de ça? Parce que tu l'as déjà eu maintes et maintes fois, le fait que RN et LFI ont voté ensemble des motions de censure. Ouais. Ils ont voté ensemble les motions de censure contre Borne. Les lendemains radieux, je sais pas à quoi ils ressembleront. Non, c'est juste qu'à mon avis, ça va ne mener à rien. Mais ça, c'est pas une réponse. Alors que si tu fais un gouvernement d'union nationale, moi j'y crois pas. Tu prends un gouvernement qui est pluriel et un gouvernement qui doit passer par un vote d'approbation à l'Assemblée nationale. Et bien là, à ce moment-là, tu comprends que tu peux travailler de manière intelligente. Bah, ça dépend, parce que deux choses. Au cas par cas. Le premier, moi j'ai été très, atterré par, pareil, hier toute la gauche m'a atterré en vrai, la plupart, où les mecs allaient dire qu'ils allaient effectivement se passer du président. Et que le pouvoir devait retourner à l'Assemblée nationale. Je me dis déjà, ouvrez un livre d'histoire, il y a une raison pour laquelle on a fait la 5ème République. Une des raisons pour laquelle on s'est pris une branlée à la Seconde Guerre mondiale aussi, c'est peut-être parce qu'on était incapable de financer quoi que ce soit, y compris notre propre armée, qu'on était capable de se mettre d'accord sur rien, ni sur une politique extérieure, et que c'était tellement le bordel. Je dis pas qu'il y a que ça. Je dis que ça fait partie d'un truc qui fait que le parlementarisme a brisé la France. Et la 4ème République est le meilleur exemple d'un parlementarisme qui échoue. Et il y a une raison pour laquelle on en est à la 5ème et pourquoi la 3ème et la 4ème étaient basées sur des chambres à l'Assemblée et pas sur des présidents d'ailleurs aussi. Et qu'elles ont brillamment explosé, pas un peu, tu vois. Donc, en vrai de vrai, je suis en mode, j'ai trouvé ça en même temps pas très grave, mais j'étais en mode, mais vous ne respectez pas du tout les institutions, la gauche, là, vraiment, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là ? C'est un tour de force. Vous êtes en train de me dire que vous ne respectez pas la situation présidentielle, enfin le poste présidentiel, pour récupérer le pouvoir pour vous. Et c'est dans ce genre de discours que je n'arrive pas à avoir un gouvernement d'union nationale. J'ai l'impression que les mecs... Et le RN, ça aurait été pareil. Hein. Est-ce que tu as écouté, alors c'était un peu long, mais l'interview d'1 heure de Marine Tondelier sur BFM? Non. Honnêtement, si tu veux avoir un peu confiance dans la gauche, je te conseillerais d'aller l'écouter. Elle a été très forte. Mais c'est tout ce que je dis, ce n'est pas elle qui l'a dit. Je sais. Elle me rassure d'ailleurs quand elle a... Elle a bien mouché Tanguy. Oui, sur France 2. Putain, mais lui, c'est une merde. Mais il est infâme. J'étais en mode, oh là là. Ça, déjà, bon, alors là, c'est critique sur le physique, mais sa voix est insupportable. Mais bon, ça, les limites, on juge pas les gens par rapport à ça. Bien qu'en politique, c'est quand même un peu important. Mais au-delà de ça, il est noisy en anglais. Tu sais, il ne fait que être un parasite dans tout. Il n'avance aucun argument, mais il est là pour miner et couper la parole de tout. Zemmour, on n'est pas couché. Voilà, mais en moins intelligent. Voilà. Oui, parce qu'au moins Zemmour, il avait une certaine culture. Mais elle, je pense qu'elle a la tête sur les épaules. C'est un Yannick Jadot avec un petit peu plus d'énergie, mais c'est pas une Sandrine Rousseau. C'est un Yannick Jadot avec un projet politique, je pense. C'est ça. Je pense qu'elle a un endgame politique où Jadot avait un endgame moral, philosophique. Voilà. Mais je pense qu'elle peut amener des gens derrière elle. Et je pense qu'elle peut amener un PS. Oui. Je pense qu'elle peut amener un PS à se dire, les gars, bon, qu'on le veuille ou non, on veut du changement. On a compris qu'on est dans un monde libéral, parce que on peut vouloir refaire le monde à la LFI. N'empêche que LFI, ils sont 60 dans une assemblée de 577. Non, puis, donc ça ne marche pas. Malheureusement, les pays qui sont allés en mode full-in, comme voulait peut-être le Venezuela, l'Argentine, là on me dit, oh ça y est, Javier remonte. Oui, mais il remonte la pente. La pente, elle était très très basse. Ouais. La plupart des pays d'Amérique latine où on sait que Jean-Luc Mélenchon a une certaine affection pour ces pays-là. Raquel Garrido, c'était sa mentor. Et c'est pas grave dans l'absolu. Je veux dire, tu peux être inspiré de n'importe quel parti, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est mieux quand ça marche ton inspiration, parce qu'actuellement c'est. On sait qu'il a un intérêt pour ça. Il n'y a pas un exemple où ça a bien marché, tu vois. Et d'ailleurs, on fait la même critique en permanence et à juste titre sur les droits et libertés du Parti communiste. Il n'y a pas un parti communiste où les droits et libertés et les droits de la personne ont été respectés. Mais c'est pour ça que je te dis que cette idée de projet d'union nationale, elle est valable que si on comprend qu'on n'a pas 3 blocs à l'Assemblée nationale. Qu'en réalité... Ok, je comprends ton exemple. Du coup, tu voulais montrer l'exemple qu'il n'y a pas des blocs. C'est ça. On aurait dû représenter... Par parti et non pas par bloc. Ouais, mais et il y a des graphiques là que tu peux mettre, d'ailleurs, je vais te faire du montage. Si je les retrouve et si j'ai là... je te l'envoie. Mais grosso modo...
tu vois rapidement que LFI, c'est 60 personnes. Alors le PS, c'est pareil, hein, c'est 59 ou un truc comme ça, mais il n'empêche que c'est minoritaire. Mais comme d'habitude, ils font beaucoup de bruit. Mais il y a moyen de composer avec des libéraux, parce qu'à la fin, la France continue d'être libérale, mais qui veulent du changement progressif. Par exemple, tu mets des LR, mais des LR qui sont un petit peu plus intelligents, des LR genre Pradier. Pas des gens qui vont se soumettre à Macron ou quoi que ce soit, mais des gens qui vont être, qui vont comprendre que bon bah voilà, tu mets par exemple un LR à l'intérieur ou un LR aux affaires étrangères ou des choses comme ça. Bon bah tu mets un Brice-Hortefeux, bon il est peut-être un petit peu vieux maintenant, mais je l'ai vu, il était détruit. Ah bah, ça tape, hein. Mais il est député européen maintenant encore. Mais enfin physiquement il avait pris un coup de vieux, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Mais tu vois, tu mets des gens, des têtes de proue qui sont pas là en mode collaboration avec Macron, qui sont là en mode union nationale. Mais tu mets des gens qui sont experts dans leur domaine. Un écolo à l'écologie, un gars du PS au travail, un gars de la santé, par exemple, du milieu, tu vois, quelqu'un qui sait bien gérer aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau financier. Première année de sciences politiques, j'avais pensé à ça, tout frais et tout, pensant refaire le monde, je m'étais dit, mais vraiment, on devrait mettre des gens qualifiés. Le ministère de l'Agriculture, ça devrait être un agriculteur. Ça, c'est le gouvernement technique. Non, mais moi, j'étais très dans. Bah, ça devrait être selon le champ d'expertise. Avec. Moi, c'est mon opinion, ça. Oui, moi, je suis persuadé que c'est ça qu'il faut. En tout cas, les gens, ils devraient savoir ce qui passe. Et c'est vrai que, par exemple, tu te dis, bon, c'est vrai que pour l'agriculture, bon, les économistes, des fois, ils sont un peu trop dans leur tour d'ivoire quand même. Ça, il y en a que c'est plus touchy. Tu vois, pareil, les affaires étrangères aussi. Mais tu mets les économistes aux finances. Mais tu vois, après, bon, effectivement, ça peut aussi créer des entre-soi qui sont très graves. Hein. Parce que peut y avoir des cartels, là, des cartels au sens politique. Là, des technocrates. Des gens vraiment de l'entre-soi qui s'arrangent entre eux, des grands groupes et tout. On sait par exemple dans la police que de nommer des gens de l'intérieur de la police à des grands postes, ça arrange pas forcément les choses. L'omerta continue, ou dans le sport aussi. Très bon exemple aussi dans le sport, que les mecs, souvent, il y a une omerta qui maintient, tu vois. Ça peut créer des trucs, mais je m'étais dit, bah, on devrait mettre des gens juste qualifiés dans leur poste, pas prendre des gens qui ont fait juste Sciences Po et l'ENA, quoi. Tu peux avoir un entre-deux. C'est-à-dire que je pense que si tu mets pas forcément des gens qualifiés, mais des gens qui ont le projet politique, tu peux fonctionner comme ça. Si tu mets un écolo à l'écologie, ton écolo, il est peut-être pas ingénieur agronome ou dans les énergies renouvelables ou quoi, mais il a le projet politique. Qui serait la sobriété énergétique. Voilà. Et le projet politique devrait être du coup imposé par qui ? Par Macron ? Le Premier ministre. Le Premier ministre, ok. Macron devrait être le chef de file. Il doit donner le cap. Le cap clair. Mais le Premier ministre, derrière, moi, j'ai jamais compris pourquoi on traitait Elisabeth Borne d'exécutante. C'est littéralement dans sa fiche de poste. Oui. Le Premier ministre, il doit faire en sorte que les troupes collaborent bien les unes avec les autres. Tous les mercredis, que tout le monde soit là. Que le gars de l'agriculture tire pas dans les pattes du gars des transports, qui tire pas dans les pattes de l'écologie. Que tout le monde forme à peu près un truc solide pour que face à l'opposition potentielle qu'il y a si vous avez regardé au Parlement... à Sauvegarde, c'est vraiment littéralement... le whip, c'est ça. Frank Underwood, quoi. Mais ça, tu vois, je pense que c'est un modèle vers lequel on va être obligé d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, comment tu veux faire en sorte de fonctionner concrètement dans un futur, voilà, même si Macron, il y va de sa petite personne, mettons qui va full de la caricature qu'on fait de lui, ça va être... En fait, il a aucun intérêt à ce que soit ingouvernable la France. Même pour les prochaines élections, même par gain personnel, même vis-à-vis de la Russie, parce que c'est ça aussi qui se joue, hein. C'est notre crédibilité à l'international. On n'a aucun intérêt de montrer une France qui est divisée, une France qui ne sait pas ce qu'elle fait, une France qui ne donne pas de cap. En réalité, les puissances étrangères ont toujours fait leur pain sur justement notre manque de coordination. Et donc, le NFP y allait des gros bras, mais ils savent très bien que bon, même s'il y a un Premier ministre qui sort de leur poche, c'est toujours au président de valider la composition du Conseil des ministres par la suite. Donc c'est ça. En gros, moi, c'est vraiment le côté maintenant, il faut être intelligent. Il faut être politicien parce que c'est la politique et parce que voilà, il y a des intérêts. Mais il faut savoir être intelligent vis-à-vis de l'étranger parce que tu es sur Courrier International comme moi. La presse internationale a fait énormément d'articles sur nous. Le monde entier a parlé de nous. Et Bernie Sanders a fait un tweet. Voilà. Non mais Biden s'en est réjoui parce que je pense que lui de son côté ça fait aussi ses affaires. D'ailleurs il faut qu'on fasse un épisode bientôt. Il faut qu'on fasse le point sur son état. Toute cette campagne. Mais... Non, c'est pas à nous, c'est aux médecins. Hein. Oui, non, mais son état politique. Oui. Mais c'est vrai que là aujourd'hui,
on n'est pas au bord du gouffre. Moi, j'aime pas les discours un petit peu alarmistes comme ça, etc. Ouais, t'aimes pas les gens qui font des vidéos YouTube, la France au bord du gouffre, partie 1 et 2, quoi, t'imagines? Non, la France au bord du gouffre, point d'interrogation. Moi, je dis non. D'accord. La France ingouvernable? Parce que ça va être notre titre. Je t'ai envoyé la miniature déjà. Oui, si pas intelligent. Oui, si Mélenchon. Oui, si Mélenchon, ouais. Non, si... Et j'ai dit Marine Tondelier, mais il y en a d'autres. Puis il y en a plein, je suis sûr qu'on connaît pas, qui vont sortir du chapeau comme ça et on va dire « Ah bah en fait, il est super bon. » Mais... Enfin, vraiment, par exemple, Glucksmann, il y a 3 mois, à part si tu étais assez actif sur LinkedIn, parce qu'il prenait beaucoup la parole sur des sujets politiques. Moi, je l'ai beaucoup suivi sur les Ouïghours. Parce que toi, tu t'intéresses beaucoup aussi à l'actualité de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Pour la majorité des Français, l'actualité européenne, c'est pas ce qui est la primeur. Et en vrai, il n'était pas tant... Non, je parle vraiment du degré qu'il a pris en 2 mois. Aujourd'hui, les gens le voient Premier ministre, quoi. Ouais. Il y a... Allez, en avril, je t'aurais dit, qui à gauche tu vois être Premier ministre en cas de cohabitation? Pas sûr que tu m'aurais claqué Glucksmann. Non. Ruffin, oui, tu vois, par exemple, mais Glucksmann, probablement pas. Mais Ruffin, tu vois, là, maintenant, je le vois plus sur l'échiquier. Il a divorcé trop vite, trop tôt. Ouais, il a consumé vite. Hein. J'ai l'impression qu'il a du mal à se retenir avec les... C'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il a... En interview, il a du mal à se contrôler, entre guillemets, à pas trop tacler. Je sais pas si c'est pensé avant, genre si c'est voulu, ou juste il est en roue libre. Il est très direct. Ouais. Mais tu vois, Clémentine Autain, par exemple, serait une option de la France insoumise, intelligente, efficace. Ouais. Une femme, c'est toujours important là, dans ces contextes-là. Et qui pourrait représenter un certain middle ground, pas forcément pro-Mélenchon, mais pro-insoumis. Après, c'est quand même peu probable ce serait bizarre qu'un parti qui fait 60 sièges gouverne pour le reste. Est-ce que tu as les chiffres de Renaissance? Ouais. Mais merde, je dois combler pendant ce temps-là. C'est surtout que moi, j'aurais vraiment du mal à voir Mélenchon Premier ministre parce qu'il n'est pas élu à l'Assemblée. Moi, j'arrive pas à me détacher de l'idée que là, et c'est marqué, hein. D'ailleurs, ils ont commencé à tourner, à dire... que ça peut être n'importe qui, y compris de la société civile. Borne, non, elle n'était pas de la société civile. Non, mais Castex. Ouais, voilà, très bon exemple, Castex. Mais tu m'as dit les chiffres de Renaissance. Donc vraiment juste Macron, le camp Macron. C'est ensemble, juste Renaissance. Et parce que... si, parce que tous, ils sont Horizon et tout, ils sont pas avec dans les résultats. D'accord, donc Renaissance, du coup, c'est 148 plus 2, 149. Tu te rends compte quand même que ce serait LFI. Mettons, l'hypothèse Mélenchon est impossible. Tu vas pas avoir 60 personnes qui nomment par-dessus un groupe qui fait 140. 74 personnes. Ouais. Et moi, c'est le truc, et je finirai là-dessus avant que tu lances peut-être ta conclusion. Un gouvernement NFP, ou même un groupe NFP, pour moi, c'est les 100 jours. Est-ce que ça survit aux 100 jours qui va permettre de donner le tempo au reste? Parce que si jamais ça ne résiste pas aux 100 jours, on ne peut pas avoir un Premier ministre NFP, un Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, sur un projet qui ne tiendra pas sur la longueur. Mais dans tous les cas, la promesse du NFP en cohabitation ne fonctionnera jamais pour la simple et bonne raison que les 100 jours, ils délivreront rien, même s'ils sont élus. Ça va être très compliqué pour eux de faire passer leur voix, de faire ramener un gouvernement, de ne pas avoir de blocage. Parce que je vais dire... Moi, je serais curieux de voir le RN et ils joueront un jeu que LFI qualifiera de horrible, antidémocratique, etc. Mais ils auront appris des meilleurs. Ils vont bloquer tout. Comme le LFI a tout bloqué à chaque fois à l'Assemblée nationale. Les 45 000 amendements avec le nombre de députés qu'ils ont une force de frappe aujourd'hui, le RN. C'est pour ça que je dis que c'est le plus fort parti actuellement. Et Macron, je pense qu'il va se faire un petit malin plaisir parce qu'il se prend pour Jupiter, justement. De pas signer les ordonnances, de saisir le Conseil constitutionnel à tout va, de vraiment bloquer le plus possible aussi. Si c'est la LFI qui propose, tu vois, en amont, tu vois, dans les projets de loi émanent le plus. Et les gens diront mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, c'est effectivement l'expression du peuple, etc. Mais là, déjà, c'est déjà débattable, puisque le nombre de voix, de calcul mathématique, c'est pas le Front populaire qu'il a. Mais même à ça, c'est aussi l'exercice du pouvoir. Et il y a un certain respect des institutions que pour l'instant, le nouveau Front populaire, je vous promets, le nouveau Front populaire, n'ont pas montré qu'ils allaient respecter les institutions. Ah là, pour l'instant, ils sont en montre assez agressifs. Les démocratiques, c'est toujours ça. Une démocratie ne s'effondre jamais parce qu'il y a une révolution.
storme le Capitole, ça n'existe pas pour renverser une démocratie. On l'a une bien vu, démocratie, c'est un pied dans la porte. C'est comme tous les droits humains, comme tous les droits fondamentaux. C'est le droit à l'avortement aux États-Unis, il s'est pas effondré parce que les gens ont saccagé des centres ou des trucs comme ça. Il s'est effondré parce que Trump a nommé Brett Kavanaugh à la Cour suprême, qui lui a donné la majorité, qui a fait que 3 ans après, ça a détruit le droit des femmes aux États-Unis, enfin le droit de l'avortement. C'est comme ça que ça se détruit une démocratie. Et quand tu as des gens dès le départ qui te disent « nous, on va pas respecter », généralement ça pue. Et n'allez pas me dire que je défends le RN. Le RN aurait été un danger. Ils auraient enfoncé la porte un peu plus rapidement, je pense. Puis on l'a dit pendant 2 heures dans les podcasts précédents. Donc c'est pareil. Mais une démocratie, ça s'effondre quand on arrête de respecter les règles qu'on n'est pas forcément obligé de respecter, mais qui font que c'est pour ça qu'elles fonctionnent. Et vraiment, le nouveau Front populaire, moi, m'angoisse. Et je pense que je suis pas le seul à être angoissé et que le PS, les écolos, ils vont vite... Si Macron, il ouvre la porte, et je pense qu'il va le faire parce qu'il a un intérêt. Là, c'est même pas besoin d'être sympa, il a juste un intérêt. S'il a un intérêt, il peut le faire. Les autres vont le faire. Et ça va faire ce qu'on dit depuis des jours. Est-ce que malheureusement CNews dit « Ah ben vous voyez, on l'avait dit !» Oui, mais c'était écrit aussi. Le nouveau Front populaire va s'effondrer sur lui-même. Parce que je suis désolé, quand vous avez des gens comme Raphaël Arnaud, vraiment, allez vous renseigner sur lui. Il sera à l'Assemblée nationale. Hein. Aujourd'hui, il a fait sa rentrée. Si Louis Boyard était genre extrême, Raphaël Arnaud va... Après, peut-être qu'ils vont le discipliner. C'est ce qu'avait dit Radi, parce qu'on en a parlé avec lui. Il nous a dit peut-être ça. Mais Radi a la logique, je t'ai dit, québécoise et canadienne, de la logique de parti. Il va se taire pour entrer dans les rangs. Pas chez LFI. Mais c'est ça que je te dis. LFI, c'est ceux qui sont arrivés avec des drapeaux palestiniens à 2 reprises dans l'Assemblée nationale. C'est ceux qui ont décidé de briser le costume, cravate, enfin la tenue obligatoire à l'Assemblée nationale. Une règle qui remonte à la Révolution française, dont ils se revendiquent tout le temps. C'est ceux qui ont décidé de briser à maintes et maintes reprises le décorum. Donc, le seul moment où tu peux ne pas respecter effectivement les institutions, c'est quand tu veux faire une révolution. Et encore une fois, je trouvais Mélenchon très cohérent quand son projet, c'était une 6ème République. Qui commence à dire, moi je vais être élu, mais une fois que je suis élu, je détruis tout. Oui. Je suis en mode, c'est cohérent avec ton projet, on va t'élire, on va savoir ce qui nous attend, tu vois. C'est honnête. C'est honnête. Mais là, un mec, moi je démords pas, un mec pas élu qui dit on va gouverner par décret, mais je vous jure, ça devrait soulever le cœur de tout le monde. Et ça devrait, même les gens au sein du LFI devraient se dire, mais pourquoi on le laisse parler en fait aujourd'hui ? Parce que tu vas pas voter en fait, donc arrête. Fun fact, quand je regardais les 4 chaînes, Mélenchon, ça arrivait mais direct sur toutes les télés. Ouais. Tondelier, quand elle a parlé. T'as été un peu malhonnête d'ailleurs avec ton screen où il y avait que des Bardella. T'as dit ça aurait pu être ça, j'étais en mode ouais bah quand c'est Mélenchon c'est pareil. Hein. Non mais c'est juste que là, pile là sur la screen, il y avait, tu sais, il parlait. Oui, il y avait les 4 en même temps. Oui. Je trouvais ça drôle. Mais Tondelier par exemple, ce qu'elle disait sous ABFM, ils lui ont posé la question, ils ont dit mais pourquoi vous avez laissé Jean-Luc Mélenchon parler en premier avec Rima Hassan ? Elle dit mais vous savez que j'ai parlé avant lui ? Et ils étaient tous en mode. Putain, moi je sais pas. Mais c'est juste que vous m'avez pas rediffusé. Moi, j'ai parlé avant Mélenchon, mais personne ne m'a rediffusé. Et c'est ce qui s'est repassé. Les seuls qui l'ont rediffusé, c'était France Info. Parce que donc j'avais les 4 que je vous ai dit, plus sur ma télé, j'avais France Info sur YouTube en direct. Et France Info l'a rediffusé, mais TF1, France 2, BFM, CNews ont choisi de... Et en plus, il n'y avait rien qui se passait. Hein. Ils étaient sur le plateau en train de blablater. Et donc, ils ont fait le choix conscient. Il y a une volonté. Là. C'est une volonté. Parce qu'encore, il y aurait plusieurs personnes qui parlent en même temps. Et France 2 et France Info, c'est tous les deux le service public. Donc, ils auraient vraiment pu lui laisser la place. Ils auraient dû. Ils auraient pas... Elle est élue. Elle est en lice. C'est un candidat. Avec un score record, enfin, je veux dire. Voilà. Non. Et en plus, 10 minutes après, elle était sur le plateau de France 2. Donc, c'était d'autant plus insultant de l'inviter, parce que évidemment, c'est prévu. Hein, ils ont des heures de passage, chacun, etc. à l'avance. De l'inviter, tout en sachant qu'il n'avait pas diffusé son moment où elle s'était réjouie de la victoire. Et elle a parlé longtemps, elle a parlé genre 7 minutes. Mais vraiment, c'est le LFI va devenir de plus en plus, et là par 2 fois, parce que la NUPES, on peut un peu leur inculquer la chute de la NUPES, va devenir par 2 fois un petit canard qui genre détruit la gauche, quoi. Alors qu'elle a perdu des sièges. Alors qu'elle perd des sièges mathématiquement, alors que ça se passe pas très bien, et que les autres en gagnent. Ouais. Et que le PS en gagne, et que là, il faudra aller sonder, parce que là, on juge tout ça à chaud, mais je serais très curieux de savoir, les électeurs du PS, est-ce qu'ils ont, quand ils votaient pour un candidat PS, est-ce qu'ils votaient dans leur tête pour leur député, est-ce qu'ils votaient pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils votaient pour le nouveau Front populaire, est-ce qu'ils votaient pour simplement faire barrage, ils se sont dit je vais voter à gauche, peu importe qui c'est.
Est-ce que tu vois? Et tout ouais, ça, on le saura. Pense à un électeur de droite qui a aussi voté pour un LFI parce que c'était un LFI ou un RN et qui a permis au LFI d'être au pouvoir. Tout le monde actuellement a une crise. Et je pense que la gauche, pour le coup, la vraie gauche, elle existe, elle est là, on la touche du doigt. PS écolo, il y a un truc qui se crée, il y a un momentum hyper intéressant avec des gens intéressants, avec des gens qui ont de la vision, des gens qui ont l'environnement à cœur, qui ont les problèmes sociaux à cœur, qui ont des logiques qui sont normales et qu'on devrait se poser la question de... par exemple, sur la police, il devrait y avoir un débat sur la police globalement, tu vois, de se dire pourquoi il y a autant de refus d'obtempérer, est-ce que par exemple la police devrait faire plus du social, qu'est-ce qui se passe? On pourrait avoir un débat sain et construit, tu vois, pas sur Hanouna, tu vois. Et pareil pour l'environnement, de se dire on va faire encore plus et on va être vraiment un leader, là ça va plus être, parce qu'on devrait le faire. Pareil pour, qu'est-ce qu'on fait avec la bande de Gaza, tu vois, on va prendre un statement clair et net, tu vois, tous nos problèmes, tu vois, et d'avoir un corps sain. Il y a un truc à gauche qui se passe, il y a une effervescence qui pourrait être conduite et amenée, et il pourrait y avoir des libéraux et des nationalistes, et ils arriveraient à s'entendre quand même, économiquement, tu vois, parce qu'il y a une crée, mais LFI, je pense, crée vraiment trop une dissidence qui est à la fois populiste, à la fois électoraliste, et qui est en train de phagocyter, de détruire la gauche, alors que là, elle peut avoir du vent en poupe, parce que les gens, ils cherchent quelque chose, entre guillemets, pas de nouveau, mais ils cherchent des gens qui ont leurs problèmes à cœur, et je pense que cette gauche-là pourrait même réussir à récupérer des gens de droite aussi, qui se sont perdus électoralement, et comme le LR qui arrive mais le LR se maintient, tu vois, le LR a pas d'effervescence, le LR survit, mais le LR a le boulet du RN qui ne pourra jamais couper aujourd'hui. Oubliez pas, tous ceux qui sont à gauche qui nous croient pas en ce moment, que, encore une fois, les LR étaient très puissants avant 2017, à l'Assemblée nationale ou des choses comme ça. Il faut juste voir les votes. Il a suffi de 8 députés à la base pour aujourd'hui en avoir 168 et qu'on soit plus de 40. C'est pas en pensant que LFI à 60 va pas renverser la table. La question, c'est avoir de l'audace. C'est d'avoir, mais des couilles politiques, de réussir à dire, no passaran quasiment, mais à l'extrême gauche, et de dire, voilà, on existe. Oui, on est peut-être un peu des libéraux, les socialistes, mais parce qu'on s'insère dans un modèle économique et on veut porter le projet à travers ce modèle. On n'est pas des révolutionnaires, mais notre projet, il est pas pour autant pas viable. Et c'est comme ça qu'on va réussir à ramener les gens vers nous. Et c'est comme ça que la droite s'est perdue. C'est en n'étant pas assez fort, en étant un petit peu mou, en sachant pas trop où tanguer. Finalement, tout l'espace politique du RN s'est fait, mais naturellement, parce qu'ils ont occupé la place de défense de la police, défense des agriculteurs, défense de ceci, défense de cela. Clair, là, non, Sarko a tout brûlé derrière lui. Là où Le Pen, comme Mélenchon, et là je les compare à la même personne, mais c'est un leader clair, net. Parce qu'en France, on est sur un pays royaliste. On est sur et c'est pour ça qu'on a un président, c'est pour ça qu'on a des leaders, et qu'on n'est pas en démocratie parlementaire. Alors ouais, ça c'est très vrai. C'est parce qu'on est un pays de leaders. On a besoin d'une figure de proue. Oui, on n'aime pas Macron. Macron, c'est le pire, etc. Mais avant lui, c'était Hollande. Avant lui, c'était Sarko. On déteste le président. C'est Big Flo qui avait dit ça. Peu importe le bord du président, on m'a appris à peu importe le bord, on m'a appris à détester le président. Sûrement, c'est ça. Dans une chanson qui est pas mal d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je te mentionnais mais je reviendrai à un autre podcast avec ces graphiques. Il y a un autre modèle qui est possible à l'intérieur même du nôtre. Si on arrive à être intelligent et fonctionner projet par projet. Mais c'est un peu contradictoire ce que tu dis aussi. Non, parce que... Avoir un président aussi fort et un gouvernement d'union... Parce qu'il faut que le président se contienne à ses pouvoirs. Le problème, c'est qu'on a vu que Macron veut centraliser ça. Le président, je ne pense pas qu'il est au-dessus de tout en France. Voilà. Mais et c'est peut-être le plus grand défaut de la Ve République, c'est qu'on a l'idée que le président est au-dessus de tout. Mais regarde, Hollande n'avait pas le choix parce que et qu'il doit même pas s'en remettre à l'Assemblée, il doit s'en remettre à personne sauf aux Français. Mais regarde, Hollande, le sol s'effondrait un peu sous lui parce que malheureusement la gauche se disloquait, mais Hollande ne centralisait pas le pouvoir comme ça. Regarde la loi travail. Non, mais tu vois, il a permis l'émergence la loi de Macron. Oui, mais la loi travail, la loi Macron, loi El Khomri, Najat Vallaud-Belkacem, Taubira, tout ça c'était des figures énormes au sein même de son gouvernement. Donc les ministres, et ça les ministres, ils n'ont à voir qu'avec le Parlement. La gauche a plus tendance à être capable de créer des
en tout cas depuis les années 2000, depuis qu'on est en quinquennat, à créer des grands gouvernements comme ça. C'est ça. Là où la droite, en vrai, quand tu prends Sarkozy, même Chirac, mais Chirac, il était à moitié dans l'entre-deux, mais même Chirac, Sarkozy ou Hollande, pas Hollande, ou Macron, qu'on peut classer un peu plus à droite, en vrai, dans l'absolu, centre-droite, ils ont moins de figures importantes dans le gouvernement. Ce ne sont que des yes-men et Sarkozy étant le climax, en vrai. Dans ses Macron surtout, parce que tu le vois que dès qu'il y en a qui s'expriment contre, là tu me disais il n'y a pas de ligne de parti, mais Clément Beaune, quand il a commencé à critiquer la loi immigration, exit du gouvernement, et puis là en plus il s'est fait même exit dans les urnes. Non, c'est sûr. Mais moi j'ai quand même de l'espoir. Moi j'aimerais croire à ton projet. Je te l'ai dit, je redis ce que je t'ai dit par message, mais moi je suis d'accord avec, c'est mon rêve, qu'on ait un gouvernement d'union dans lequel il y aurait la droite, la gauche, et que ça soit plus basé sur les spécificités et les qualités des gens qui vont être mis, et que ce gouvernement soit validé par l'Assemblée nationale et que le Conseil des ministres il fonctionne. Et là en vrai on aurait quelque chose d'exceptionnel en vrai. Mais je pense qu'ils sont trop obsédés par le pouvoir. L'attitude de Mélenchon ne m'augure rien de bon. Je vois pas pourquoi il dynamiterait pas tout après son passage. Ah, c'est sûr que si jamais il est pas dans le jeu, il va tout casser. Puis t'es pareil, les mecs anti-système qui sont sénateurs depuis 1977, on repassera aussi. Je veux dire, il y a trop d'obstacles et les gens sont trop obsédés un peu par leur petite personne, je pense. Non, je sais. Mais vraiment, pareil, tu vois, moi je trouve que, comment il s'appelle, le gars d'Horizon, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, c'est pareil, il a pas de... J'ai l'impression que les gens n'ont pas, les politiques aujourd'hui n'ont pas l'État français à cœur. C'est un peu une porte ouverte ce que je dis. Ils n'ont pas le dépassement de leur personne en fait. Ils se disent pas, je le fais pour la France. Ils vont le faire pour les gens. Bon, alors, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais ils vont le faire pour les gens. Et après, on va le faire en fonction de l'agenda politique, de ce qui va pouvoir me ramener le plus de voix. Et ceux qui excellent là-dedans, ça reste les filles, parce qu'ils arrivent à créer l'agenda et même à se battre contre, etc. Et le RN aussi, mais eux, ils sont propulsés par les médias, le RN. Mais il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. Et moi, j'aimerais bien. Moi, je pense que Attal va rester jusqu'après les JO. Après les JO, dépendamment de qui propose le nouveau Fonds populaire, si c'est quelqu'un qui n'est pas de LFI, je peux croire à un gouvernement. Sinon, Macron fera tout pour faire le plan de je nomme des gens comme je veux, en fait, parce que c'est ma prérogative. Et en fait, je vais nommer, sans prendre en compte le Front populaire, et je vais nommer quelqu'un qui va me rameuter des LR, me rameuter des gens du PS, me rameuter des écolos, pour avoir la majorité, pour ne pas qu'il y ait, comme il a gouverné jusqu'à maintenant, finalement, pour pas qu'il n'y ait pas une césure, comment on appelle ça, une motion de censure, pardon, pour pas qu'il y ait de motion de censure qui puisse passer. Ce qui serait quand même en vrai 280 députés, vu la gueule de l'Assemblée, assez compliqué. On n'est pas passé loin dans l'ancienne composition, donc c'est pas impossible maintenant. Le risque est accru, mais il y a beaucoup à perdre pour beaucoup de gens. Donc voilà. Je pense que ça fait le tour. Ouais, on essaie de garder ça concis cette semaine. Un peu plus d'une heure. N'hésitez pas à nous dire vos pronostics dans les commentaires, puis tout en restant évidemment bienveillant et respectueux, et voilà. Qui vous voyez comme premier ou première ministre? Ouais, moi, tu m'as convaincu avec Marine Tondelier. Marine ou Marie? Marine Tondelier. C'est pour ça, il y en a qui disaient j'ai voté Marine. Ouais, Marine Tondelier, c'est ça. Avec un cœur vert. Mais à chaque fois que je l'ai vue, j'étais en mode elle est bien. La tête sur les épaules. Cohérente. Elle a l'air effectivement d'avoir un projet. Mais donc c'est ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à venir. C'est ça, on va reprendre. Là, on avait fait une petite passage, pas à vide, mais on avait sorti un peu moins d'épisodes. Là, on va ressortir. T'es en vacances. Là, cette semaine, on vous sort ça. Normalement, la semaine prochaine, un petit épisode de F1. Après, on fera sûrement l'épisode US pendant l'été. Radi va venir nous voir aussi normalement. On va faire US avec lui. Vous allez pouvoir voir sa tronche pour la première fois. Pour ceux qui sont abonnés depuis qu'on a la vidéo, pour ceux d'avant, vous savez déjà qui c'est. C'est vrai. Donc voilà. Portez-vous bien, abonnez-vous, engagez-vous, restez respectueux des institutions et des gens et de la politique aussi. Et en tout cas, moi, si j'en tire un bénéfice, c'est que on disait un grand déficit démocratique. Allez, c'est bon. Un grand déficit démocratique. On disait un grand déficit démocratique en France et on a prouvé tort. Et si seulement toutes les élections, les gens pouvaient se passionner comme ça,
Si ça pouvait éviter que ça soit pour des extrêmes, ce serait bien. Mais globalement, si on pouvait avancer comme ça tous et qu'il y ait les élections. Et tu vois, je pense aussi qu'il n'y a pas eu d'affrontement parce que quand tu as 67% des gens qui vont voter, contester. Tu peux pas. Tu peux pas dire c'est un entre-deux. Et c'est sain et au moins c'est bien. Faudrait peut-être changer les personnes qui sont là, c'est tout. Mais l'idée, elle est là en tout cas. Ouais. L'exécution, elle est là. La finalité, il faut peut-être modifier 2-3 trucs. Donc voilà. Très beau. On se dit à la semaine prochaine. Bye. Ciao. Clap de fin.